Dans les années 1890, la Sibérie orientale était un territoire où la loi n'avait pas vraiment cours. Les villages isolés survivaient selon leurs propres règles, et parmi ces règles, une était absolue: ne jamais défier le maître. On l'appelait ainsi depuis si longtemps que personne ne se souvenait de son véritable nom. Cet homme contrôlait 3 villages et les terres agricoles environnantes avec une brutalité méthodique qui avait brisé des centaines d'âmes. Le maître n'était pas particulièrement grand, mais sa réputation suffisait à faire plier les plus robustes. Il avait appris les arts martiaux auprès d'un ermite chinois durant sa jeunesse, et depuis 30 ans, il terrorisait la région. Ses mains avaient tué au moins 15 hommes dans des démonstrations publiques destinées à maintenir son autorité. Il organisait des combats où il humiliait les plus forts du village, brisant leurs os un par un, jusqu'à ce qu'ils supplient pour leur vie. C'est dans ce contexte qu'elle est arrivée, un matin de février 1893, alors que la neige recouvrait les toits des maisons. Une silhouette immense est apparue à l'entrée du village principal. Les premiers à la voir ont cru à une hallucination. La femme mesurait 2,10 mètres, une stature proprement incroyable pour l'époque. Ses épaules étaient larges comme celles d'un bûcheron. Ses bras musclés témoignaient d'années de travail physique intense. Elle portait un manteau de fourrure usé et tirait derrière elle un traîneau chargé de ses maigres possessions. Son visage taillé à la serpe affichait une détermination froide. Ses yeux gris scrutaient chaque détail du village avec l'attention d'un prédateur évaluant un nouveau territoire. Elle s'est arrêtée devant l'auberge et a demandé du travail d'une voix grave qui a fait sursauter le propriétaire. L'aubergiste, un homme bedonnant nommé Vassili, l'a regardée de bas en haut avec un mélange de fascination et de terreur. Il n'avait jamais vu une femme de cette taille. Elle lui a expliqué qu'elle venait de l'Oural, que sa famille avait été décimée par la famine et qu'elle cherchait un endroit où recommencer. Vassili lui a offert une place dans l'écurie en échange de corvée. Elle a accepté sans négocier. Les premiers jours, les villageois l'observaient avec méfiance. Certains murmuraient qu'elle était une malédiction, d'autres qu'elle était née d'un accouplement contre nature. Les femmes évitaient son regard, les hommes ricanaient dans son dos. Mais tous remarquaient sa force. Quand elle soulevait des sacs de grains que 3 hommes peinaient à déplacer, quand elle fendait du bois avec une facilité déconcertante, les rires cessaient. Elle s'appelait Katharina. Mais ce détail n'intéressait personne. Pour le village, elle était simplement la géante. Elle parlait peu, travaillait sans relâche et ne se plaignait jamais. Le soir, elle dormait dans l'écurie avec les chevaux, enveloppée dans sa vieille couverture de laine. Elle mangeait les restes qu'on lui donnait et ne demandait rien de plus. Mais derrière son silence se cachait une intelligence aiguisée. Elle observait, écoutait, apprenait. Elle découvrait rapidement qui détenait vraiment le pouvoir et comment ce pouvoir s'exerçait. Elle voyait les hommes baisser les yeux quand le maître passait dans la rue. Elle entendait les pleurs des femmes dont les maris rentraient brisés après avoir refusé de payer le tribut. Elle sentait la peur qui empoisonnait chaque conversation. 3 semaines après son arrivée, un incident a tout déclenché. Un jeune homme du village, à peine 18 ans, avait osé regarder la fille du maître avec trop d'insistance lors d'une fête. Le châtiment a été immédiat. Le maître l'a convoqué sur la place publique un dimanche matin, devant tout le village rassemblé de force. La température était glaciale, le vent mordait les joues, mais personne n'osait bouger. Le jeune homme tremblait, pas seulement de froid. Le maître a commencé son rituel habituel, d'abord les insultes, puis les gifles, ensuite les coups de pied. Il prenait son temps, savourant chaque instant de domination. La mère du garçon pleurait en silence, retenue par 2 hommes pour l'empêcher d'intervenir. Le maître a ensuite attrapé le bras gauche du jeune homme et a annoncé qu'il allait le briser pour lui apprendre le respect. C'était sa méthode favorite, casser un os suffisamment pour causer une douleur atroce, mais pas assez pour empêcher la victime de travailler après quelques semaines. Un avertissement vivant pour les autres. Katharina observait depuis le fond de la place. Elle n'était au village que depuis peu, mais elle comprenait parfaitement la situation. Ce qu'elle voyait la révulsait. Pas seulement la violence du maître, mais la passivité des témoins. Tous ces hommes, robustes pour la plupart, qui acceptaient cette tyrannie par peur. Le maître a tordu le bras du garçon dans un angle anormal. Le craquement s'est fait entendre à 10 mètres à la ronde. Le hurlement qui a suivi a glacé le sang des villageois. Le jeune homme s'est effondré.
son bras pendant mollement le long de son corps. Sa mère s'est évanouie. Le maître a souri, satisfait de son œuvre. C'est à ce moment que Katharina a fendu la foule. Sa haute silhouette dominait tout le monde, et son avancée a créé un silence encore plus profond que celui qui régnait déjà. Les gens s'écartaient sur son passage, surpris par son audace. Le maître, occupé à savourer sa victoire, n'a remarqué sa présence que lorsqu'elle s'est arrêtée à 2 mètres de lui. Il a levé les yeux et a dû reculer d'un pas tant elle le surplombait. Son expression est passée de la surprise à l'amusement. Une femme? Une simple femme osait s'approcher de lui dans un tel moment. Il a éclaté de rire, un rire cruel qui a été repris nerveusement par quelques spectateurs. « Tu veux ta part aussi, la grande ?» a-t-il lancé en se redressant de toute sa hauteur, ce qui le plaçait toujours 30 centimètres en dessous d'elle. Katharina ne souriait pas, son regard fixait le maître avec une intensité qui a fait taire les rires. « Ce garçon n'a rien fait qui mérite ça », a-t-elle dit d'une voix calme mais ferme. Le silence était maintenant absolu. Personne n'avait jamais contesté le maître publiquement. Les villageois retenaient leur souffle, horrifiés et fascinés à la fois. Le maître a plissé les yeux, son amusement cédant la place à quelque chose de plus sombre. « Tu es nouvelle ici, alors je vais te pardonner ton ignorance. Mais si tu ne disparais pas immédiatement, tu vas rejoindre ce garçon dans la boue, » a-t-il répondu en pointant le jeune homme qui gémissait à ses pieds. Katharina n'a pas bougé. « Je ne partirai pas. Ce que tu fais est injuste. » Le maître a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, un début de doute. Cette femme n'avait pas peur. Absolument pas peur. Il voyait dans ses yeux une détermination qui le déstabilisait. Mais il ne pouvait pas reculer, pas devant son public. Sa réputation était en jeu. « Très bien, » a-t-il dit en relevant ses manches. « Tu vas apprendre comment on traite ceux qui me défient. » Il s'est avancé vers elle avec cette démarche assurée qu'il avait perfectionnée au fil des années. Ses mains se sont levées dans une garde de combat classique. Il allait commencer doucement, l'humilier d'abord, puis la briser comme tous les autres. Mais Katharina n'a pas reculé. Elle n'a même pas pris de position défensive. Elle est restée immobile, ses bras le long du corps, attendant. Cette inaction a déstabilisé le maître. Il s'attendait à de la résistance, à de la peur, à quelque chose. Pas à cette tranquillité déconcertante. Il a lancé sa première attaque, un coup direct au visage destiné à lui montrer qu'elle n'était pas de taille. Son poing a filé vers le nez de Katharina avec une vitesse qui avait mis KO des dizaines d'hommes. Mais elle a simplement incliné légèrement la tête, et le coup a sifflé dans le vide. Le maître a froncé les sourcils. Il a enchaîné avec une série de coups rapides, visant différentes parties du corps. Katharina les esquivait tous avec une économie de mouvement troublante. Elle ne se déplaçait que du strict nécessaire, juste assez pour éviter les impacts. Pas de grands gestes, pas de démonstration, une efficacité pure. La frustration montait chez le maître. Il augmentait l'intensité de ses attaques, utilisant des techniques qu'il réservait habituellement à des adversaires sérieux. Rien n'y faisait. Cette femme lisait ses mouvements comme si elle pouvait prédire l'avenir. Ses yeux ne quittaient jamais ceux du maître, et dans ce regard, il commençait à voir quelque chose qui ressemblait à du mépris. Après 2 minutes d'assaut infructueux, le maître était essoufflé. Katharina, elle, respirait normalement, comme si elle venait de faire une promenade. Les villageois assistaient à un spectacle qu'ils n'auraient jamais imaginé voir. Leur tyran, impuissant, face à cette étrangère. Le maître a alors commis son erreur. Aveuglé par la rage et l'humiliation, il a tenté une technique qu'il gardait en réserve pour les occasions spéciales. Un coup de pied tournant visant la tempe, exécuté avec toute la force dont il était capable. Un coup mortel s'il touchait sa cible. Katharina a vu le mouvement se dessiner avant même qu'il ne commence. Elle a fait un pas de côté, et alors que la jambe du maître passait devant elle, elle a tendu sa main droite. Ses doigts se sont refermés sur la cheville de son adversaire avec une force de fer. Le maître s'est retrouvé déséquilibré, son corps suspendu en l'air par sa propre jambe, tenu fermement par Katharina. Il a essayé de se dégager, de frapper avec son autre jambe, mais elle le maintenait sans effort apparent. Puis, d'un mouvement fluide, elle l'a projeté au sol. Le maître s'est écrasé sur le sol gelé avec un bruit sourd. La douleur a explosé dans son dos. Il a voulu se relever immédiatement, mais Katharina était déjà sur lui. Sa main gauche s'est posée sur sa poitrine et l'a plaqué au sol
avec une puissance qui lui a coupé le souffle. Pour la première fois de sa vie d'adulte, le maître a ressenti une véritable terreur. Il était complètement impuissant sous cette main qui pesait comme un rocher. Il a regardé le visage de Katharina penché au-dessus de lui et n'y a vu aucune émotion. Pas de colère, pas de joie, rien. Juste une froide détermination. « Je pourrais te tuer maintenant. » Athée, elle dit à voix basse, assez fort pour que seuls les plus proches entendent. « Je pourrais briser chaque os de ton corps comme tu l'as fait avec tant d'autres. Mais je ne suis pas comme toi. » Elle l'a relevé d'une seule main, le soulevant complètement du sol comme s'il ne pesait rien. Le maître pendait dans les airs, ses pieds battant le vide, maintenu par la poigne de Katharina sur son col. Les villageois n'en croyaient pas leurs yeux. « Si je te vois toucher à quelqu'un d'autre dans ce village, je reviendrai, » a-t-elle continué. « Et la prochaine fois, je ne serai pas aussi clémente. » Elle l'a reposé au sol, pas brutalement, presque doucement. Le maître a titubé, son orgueil en miettes, sa réputation détruite en quelques minutes. Il a jeté un regard autour de lui et a vu ce qu'il redoutait le plus. Le respect s'était évaporé des yeux des villageois. Il ne le craignait plus. Sans un mot de plus, le maître a tourné les talons et s'est éloigné, sa démarche moins assurée qu'à l'accoutumée. Katharina s'est agenouillée près du jeune homme blessé et a examiné son bras avec des gestes surprenamment délicats pour quelqu'un de sa stature. Elle a remis l'os en place avec expertise, provoquant un nouveau cri de douleur, puis a improvisé une attelle avec des morceaux de bois. Les villageois l'entouraient maintenant, leur visage mêlant reconnaissance et incrédulité. Ils voulaient la remercier, la féliciter, comprendre qui elle était vraiment. Mais Katharina s'est relevée et a traversé la foule sans un mot, retournant vers l'écurie où elle dormait. Le lendemain de la confrontation, le village bruissait de conversations. L'histoire se répandait de maison en maison, chaque version ajoutant des détails dramatiques. Certains prétendaient que Katharina avait soulevé le maître au-dessus de sa tête, d'autres qu'elle l'avait jeté à 10 mètres. La vérité était déjà suffisamment impressionnante, sans embellissement. Le maître ne se montrait plus. Il restait cloîtré dans sa grande maison à la lisière du village, et ses hommes de main circulaient moins librement qu'avant. Le tribut mensuel qu'il exigeait n'avait pas été collecté cette semaine-là, une première depuis des années. Les villageois osaient à peine y croire. Katharina continuait sa routine comme si rien ne s'était passé. Elle se levait avant l'aube, nourrissait les chevaux, nettoyait l'écurie, aidait Vassili à l'auberge. Les gens tentaient de lui parler, de la remercier, mais elle répondait par monosyllabes et retournait à ses tâches. Cette distance volontaire frustrait certains et intriguait d'autres. Un soir, Vassili a rassemblé son courage pour lui poser la question qui brûlait les lèvres de tous. Alors qu'elle mangeait seule dans un coin de l'auberge, il s'est approché avec une chope de bière et s'est assis face à elle. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?» a-t-il demandé directement. Katharina a levé les yeux de son assiette et l'a fixé un long moment avant de répondre. « Mon père était forgeron dans l'Oural. Il avait servi dans l'armée dans sa jeunesse et connaissait plusieurs styles de combat. Quand il a vu que je grandissais différemment des autres enfants, il a décidé de m'enseigner à me défendre. Il savait que ma taille ferait de moi une cible. » Elle a bu une gorgée de bière avant de continuer. « J'ai commencé l'entraînement à 7 ans, tous les matins avant le travail à la forge, tous les soirs après. Mon père ne me ménageait pas. Il disait que le monde serait cruel avec moi et que je devais être plus forte que lui. Tu avais des frères et sœurs ? 2 frères, 1 sœur. Tous morts de la fièvre scarlatine, il y a 4 ans. Ma mère n'a pas survécu au chagrin. Mon père s'est éteint l'année suivante. J'ai erré depuis, cherchant un endroit où ma différence ne serait pas un fardeau. » Vassili a hoché la tête avec compassion. « Tu as trouvé cet endroit ici. Les gens parlent déjà de te construire une vraie maison. » Katharina a esquissé un sourire, le premier que Vassili lui voyait. « Je ne veux pas de faveur. Je travaille, je mange, je dors. C'est suffisant. » Mais les choses ne pouvaient pas rester aussi simples. Le maître n'était pas homme à accepter l'humiliation. Il avait construit son empire sur la peur et la violence, et une seule défaite pouvait tout faire s'effondrer. Il devait reprendre le contrôle, et pour ça, il devait éliminer Katharina. Le problème était qu'il ne pouvait pas la battre en combat loyal. Il l'avait compris lors de leur affrontement. Cette femme possédait une technique supérieure à la sienne et une force physique qu'il ne pouvait égaler. Il devait donc recourir à d'autres méthodes.
Il a commencé par envoyer ses hommes de main, 3 brutes qui lui servaient habituellement à collecter les tribus et à intimider les récalcitrants. Ils sont allés trouver Katharina un après-midi alors qu'elle portait de l'eau du puits à l'auberge. Ils l'ont encerclée, armes à la main, et lui ont ordonné de quitter le village immédiatement. Katharina a posé ses seaux et a regardé les 3 hommes calmement. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» a-t-elle demandé sans hostilité apparente. Le plus grand des 3, un type barbu avec une cicatrice sur la joue, a ri. « On est 3, tu es seul. Tu ferais mieux de partir tant que tu peux encore marcher. » Ce qui s'est passé ensuite a duré moins de 30 secondes. Katharina s'est déplacée avec une rapidité stupéfiante pour quelqu'un de sa taille. Elle a saisi le bras du premier homme qui tentait de la frapper avec un gourdin, a tordu son poignet jusqu'à ce qu'il lâche l'arme, puis l'a projeté contre le deuxième assaillant. Les 2 hommes se sont écroulés en tas. Le troisième, le barbu, a tenté de la poignarder dans le dos. Katharina s'est retournée, a bloqué son bras d'une main et lui a asséné un coup de poing dans l'estomac de l'autre. Le souffle coupé, l'homme s'est plié en 2 avant de s'effondrer, luttant pour respirer. Les villageois qui avaient assisté à la scène applaudissaient. Katharina a ramassé ses seaux et a continué son chemin comme si de rien n'était. Les 3 hommes de main sont rentrés chez le maître avec leur bleu et leur honte. Le maître a alors compris qu'il devait changer de stratégie. La force brute ne fonctionnait pas contre cette femme. Il fallait être plus subtil, plus vicieux. Il a commencé à répandre des rumeurs. Katharina était une sorcière. Elle avait passé un pacte avec le diable pour obtenir sa force. Elle portait malheur à ceux qui l'approchaient. Au début, peu de villageois prêtaient attention à ces calomnies. Ils avaient vu Katharina travailler honnêtement, agir avec intégrité. Mais le maître était patient et persuasif. Il faisait circuler des histoires de villages lointains où des géants avaient semé la destruction. Il soudoyait quelques personnes pour témoigner avoir vu Katharina accomplir des rituels étranges la nuit. Lentement, l'atmosphère a changé. Certains villageois évitaient maintenant Katharina. On lui servait sa nourriture avec méfiance. Les enfants ne jouaient plus près de l'écurie. Elle sentait les regards se faire plus froids, les conversations s'arrêtaient à son approche. Un soir, elle a trouvé un symbole religieux grossièrement dessiné sur la porte de l'écurie, une protection contre le mal. Le lendemain, quelqu'un avait versé de l'eau bénite sur ses affaires. Ces petites agressions s'accumulaient, créant un climat d'hostilité croissant. Vassili tentait de la défendre, mais même lui commençait à douter. « C'est vrai que tu es différente », lui a-t-il dit un jour avec malaise. Les gens se posent des questions. Katharina n'a pas répondu. Elle savait d'où venaient ces rumeurs et qui les alimentait. Elle voyait la main du maître derrière chaque insinuation, chaque regard méfiant. Il menait une guerre psychologique qu'elle ne pouvait pas combattre avec ses poings. La situation s'est aggravée quand 2 vaches sont mortes dans une ferme voisine. Le propriétaire, un homme influent que le maître avait amadoué, a immédiatement accusé Katharina d'avoir jeté un sort au bétail. D'autres incidents ont suivi, une récolte qui pourrissait prématurément, un enfant qui tombait malade, un incendie dans une grange. Chaque fois, les accusations pointaient vers Katharina. Elle était devenue le bouc émissaire parfait pour tous les malheurs du village. Le maître orchestrait tout depuis sa maison, tirant les ficelles avec une habileté diabolique. Il n'avait pas besoin de la combattre physiquement. Il suffisait de retourner les villageois contre elle. Le point culminant est arrivé lors d'une assemblée convoquée sur la place du village. Le maître était présent, pour la première fois depuis son humiliation. Il avait repris son assurance, sachant que le terrain lui était favorable. Une 50aine de personnes étaient rassemblées, leurs visages fermés. L'orateur principal était le pope du village, un vieil homme que le maître avait convaincu ou menacé. Il a parlé des signes de présence maléfique, des malheurs qui s'abattaient sur la communauté depuis l'arrivée de l'étrangère. Il a cité des passages bibliques sur les géants et les créatures corrompues. Son discours était éloquent et terrifiant. Katharina écoutait depuis le fond de la place, adossée à un mur. Elle voyait le piège se refermer. Ces gens qu'elle avait tenté de protéger étaient maintenant prêts à la chasser, voire pire. Le maître avait gagné sans lever le petit doigt. Quand le pope a terminé son sermon, un silence pesant est tombé sur l'assemblée. Puis quelqu'un a crié « Elle doit partir ». D'autres voix se sont jointes, créant un crescendo de rejet. Des pierres ont commencé à voler dans sa direction. Katharina aurait pu se défendre. Elle aurait pu disperser cette foule hostile en quelques secondes.
mais elle a vu les visages autour d'elle. Des gens apeurés, manipulés, qui agissaient par peur plutôt que par conviction. Lever la main contre eux confirmerait tout ce que le maître avait raconté. Elle a baissé la tête et a commencé à traverser la foule pour partir. Les gens s'écartaient sur son passage en crachant des insultes et des malédictions. Le maître observait la scène avec un sourire satisfait. Il avait repris le contrôle sans avoir à risquer une nouvelle confrontation physique. Mais alors que Katharina atteignait le bord de la place, une voix s'est élevée. « Arrêtez !» C'était le jeune homme qu'elle avait secouru lors de sa première confrontation avec le maître. Son bras était toujours en écharpe, mais il se tenait debout, les yeux brillants de colère. « Vous êtes tous devenus fous ?» a-t-il crié en s'avançant. « Cette femme m'a sauvé. Elle a tenu tête au tyran qui vous terrorise depuis des années. Et maintenant vous la chassez parce qu'il répand des mensonges ?» Le silence est retombé. Quelques personnes ont baissé les yeux, honteuses. Le jeune homme a continué. « Les vaches sont mortes de maladie, la récolte a pourri à cause de la pluie excessive, l'enfant avait de la fièvre. Ce sont des choses qui arrivent, mais le maître vous fait croire que c'est la faute de Katharina pour détourner votre attention de ses propres crimes. » Le maître s'est avancé, le visage dur. « Tu ferais mieux de te taire, garçon. Ton bras n'est pas encore guéri. Ce serait dommage qu'il se brise à nouveau. Vas-y, essaye, » a répondu le jeune homme avec un courage qui l'aurait fait fuir quelques semaines plus tôt. « Montre à tout le monde qui est vraiment le monstre ici. » D'autres voix ont commencé à s'élever dans la foule. Vassili s'est jointe au jeune homme, puis la mère du garçon, puis d'autres encore. Pas tous, mais suffisamment pour créer une division visible dans l'assemblée. Le charme du maître se rompait, ses mensonges apparaissaient au grand jour. Katharina observait cette scène avec surprise. Elle n'avait pas demandé qu'on la défende, n'avait rien fait pour gagner leur loyauté au-delà de cet acte initial. Pourtant, certains villageois trouvaient le courage de s'opposer au maître pour elle. Le maître sentait la situation lui échapper. Il avait besoin de reprendre le contrôle immédiatement. « Très bien, » a-t-il dit d'une voix glaciale. « Puisque vous doutez tous, je vais prouver qui a raison. Cette femme et moi allons régler ça une fois pour toutes. Un combat à mort. Si elle gagne, je quitterai le village et ne reviendrai jamais. Si je gagne. » Il a laissé la phrase en suspens, le sous-entendu suffisamment clair. Katharina a relevé la tête. Elle n'avait pas cherché cette confrontation, mais elle ne pouvait plus l'éviter. « J'accepte », a-t-elle dit simplement. Le combat a été fixé au lendemain à midi, sur la place du village. Le maître avait insisté pour que tout le monde soit présent, voulant transformer cette confrontation en spectacle final qui rétablirait définitivement son autorité. Il était convaincu de pouvoir gagner cette fois. La nuit précédant le duel, le maître ne dormait pas. Il méditait dans sa grande maison, repassant mentalement toutes les techniques qu'il avait apprises au fil des décennies. Son premier combat contre Katharina l'avait pris par surprise, mais maintenant il savait à quoi s'attendre. Il élaborerait une stratégie, exploiterait ses faiblesses, utiliserait son expérience contre sa force brute. Il avait aussi préparé des assurances. Plusieurs de ses hommes de main seraient dans la foule, armés discrètement. Si les choses tournaient mal, ils interviendraient. Le maître ne croyait pas vraiment au combat loyal. Il croyait au résultat, peu importe les moyens pour l'obtenir. Katharina, elle, dormait paisiblement dans l'écurie. Elle n'avait pas peur de ce qui l'attendait. La mort ne l'effrayait pas. Elle l'avait côtoyé trop souvent. Si son heure était venue, au moins elle tomberait en combattant pour quelque chose de juste. Et si elle survivait, peut-être que ce village pourrait enfin connaître la paix. Le lendemain matin, une foule considérable s'est rassemblée. Des gens étaient venus des villages voisins, alertés par les rumeurs. La place débordait de spectateurs grimpés sur les toits, accrochés aux fenêtres, massés sur plusieurs rangs. L'atmosphère était électrique, mélange d'excitation morbide et d'appréhension. Le maître est arrivé le premier, vêtu d'une tenue de combat traditionnelle. Il avait bandé ses mains et ses pieds, préparant son corps pour l'affrontement. Il marchait lentement vers le centre de la place, saluant certains spectateurs d'un hochement de tête. Son visage affichait une confiance qui masquait mal sa nervosité intérieure. Katharina est apparue quelques minutes plus tard. Elle portait les mêmes vêtements de travail usés que d'habitude. Pas de préparation spéciale, pas de rituel. Elle s'est avancée vers le centre de la place avec sa démarche tranquille, ses yeux fixés sur le maître.
Un cercle avait été tracé à la chaux sur le sol gelé. Les deux combattants y sont entrés sous les murmures de la foule. Un ancien du village, choisi comme arbitre, a énoncé les règles. Le combat continuerait jusqu'à ce que l'un des deux soit mort ou incapable de continuer. Pas d'armes, pas d'intervention extérieure. Le vainqueur obtiendrait ce qui avait été promis. Le signal a été donné. Les deux adversaires se sont fait face, séparés par 5 mètres de terre battue. Le maître a adopté une posture basse, ses mains levées dans une garde défensive. Il avait décidé de laisser Katarina attaquer en premier cette fois, voulant observer ses mouvements avant de riposter. Mais Katarina ne bougeait pas. Elle restait debout, bras ballants, attendant. Cette tactique déstabilisait le maître comme lors de leur premier affrontement. Il voulait analyser son style de combat, mais elle ne lui donnait rien à analyser. Le temps s'écoulait, et les spectateurs commençaient à s'impatienter. Finalement, le maître a rompu l'immobilité. Il a lancé une série d'attaques exploratoires, des coups rapides destinés à tester les réflexes de Katarina. Elle les esquivait avec cette même économie de mouvements troublante, se déplaçant juste assez pour éviter le contact. Le maître augmentait progressivement l'intensité, utilisant des combinaisons plus complexes. Ses mains traçaient des motifs dans l'air, ses pieds se déplaçaient avec une précision calculée. Il mettait en œuvre 40 ans d'entraînement martial, déployant tout son arsenal technique. Katarina continuait d'éviter les coups sans riposter. Elle étudiait son adversaire, repérant les patterns, identifiant les habitudes. Elle voyait que le maître favorisait son côté droit, que sa jambe gauche supportait mal les rotations prolongées, qu'il baissait légèrement sa garde après 3 frappes consécutives. Après 5 minutes d'assaut continu, le maître commençait à montrer des signes de fatigue. Sa respiration devenait plus lourde, ses mouvements moins précis. Katarina, elle, ne transpirait même pas. Cette disproportion était visible pour tous les spectateurs, et des murmures parcouraient la foule. Le maître sentait la pression monter. Il devait porter un coup décisif rapidement, avant que son énergie ne s'épuise complètement. Il a feint une attaque haute, puis a pivoté pour frapper les jambes de Katarina. C'était une technique qu'il avait utilisée avec succès sur des dizaines d'adversaires plus grands que lui. Mais Katarina avait anticipé. Elle a sauté, pas très haut, juste assez pour que le balayage passe sous ses pieds. Et pendant ce bref instant où elle était en l'air, elle a lancé son premier coup du combat. Son pied droit a percuté le torse du maître avec une force comparable au coup de sabot d'un cheval. Le maître a été projeté en arrière, glissant sur plusieurs mètres avant de s'arrêter au bord du cercle. Il s'est relevé péniblement, une main sur sa poitrine, où une douleur intense pulsait. Plusieurs côtes étaient certainement fissurées. Il a craché du sang et a réalisé avec horreur que ses poumons étaient touchés. La foule était silencieuse, choquée par la violence de l'impact. Katarina avait à peine bougé durant tout le combat. Mais ce seul coup avait fait plus de dégâts que tous ceux du maître combiné. Le maître savait maintenant qu'il ne pouvait pas gagner en combat loyal. Sa fierté blessée hurlait qu'il fallait continuer. Mais sa raison lui criait de fuir. Il a jeté un regard discret vers ces hommes dans la foule, leur faisant signe d'intervenir. 3 hommes se sont faufilés dans le cercle, armés de gourdins et de couteaux. La foule a protesté, mais personne n'osait physiquement intervenir. L'arbitre a tenté de les arrêter et a reçu un coup qui l'a envoyé rouler au sol. Katarina a regardé les nouveaux arrivants sans surprise. Elle s'attendait à cette trahison. Le maître n'était pas homme d'honneur, et elle serait naïve de croire qu'il respecterait les règles qu'il avait lui-même établies. Les 4 hommes l'ont encerclé, leurs armes levées. Ils attaqueraient simultanément, ne lui laissant aucune chance d'échapper. Le maître, toujours plié en 2 par la douleur, souriait malgré le sang qui coulait de sa bouche. Il allait enfin se débarrasser de cette peste. Le premier homme a chargé par devant, son gourdin visant la tête de Katarina. Elle a attrapé l'arme en plein vol, l'a arrachée des mains de son propriétaire et l'a utilisée pour bloquer l'attaque du 2e assaillant qui venait de sa gauche. En une rotation fluide, elle a projeté le gourdin vers le 3e homme, le frappant en pleine face et l'envoyant au tapis. Le 4e a réussi à l'entailler au bras avec son couteau. Une ligne rouge est apparue sur l'avant-bras de Katarina, mais elle n'a même pas grimacé. Sa main gauche s'est refermée sur le poignet de l'attaquant et a serré. Le craquement des os a été audible jusqu'au premier rang de spectateurs. L'homme a hurlé et lâché son arme. Les 3 autres hommes encore conscients ont reculé, terrifiés.
Ils avaient signé pour intimider des paysans désarmés, pas pour affronter cette force de la nature. Katharina les a laissés fuir, se tournant vers le maître qui tentait de se redresser. « C'est fini », a-t-elle dit en s'approchant de lui. « Tu as perdu », le maître a craché un nouveau flot de sang. « Jamais », a-t-il grogné. « Je ne partirai jamais. Ce village est à moi. » Il a tenté une dernière attaque désespérée, lançant son poing vers le ventre de Katharina. Elle a bloqué le coup sans effort, sa main massive engloutissant complètement le poing du maître. Puis elle a commencé à serrer. Le maître sentait ses os se comprimer sous la pression inexorable. La douleur était atroce, dépassant tout ce qu'il avait pu infliger à ses victimes. Il a essayé de frapper Katharina de son autre main, de lui donner des coups de pied, de se libérer. Rien n'y faisait. Elle le maintenait comme dans un étau. « Tu as terrorisé ces gens pendant 30 ans. » a dit Katharina d'une voix calme, mais chargée d'une autorité terrible. « Tu as brisé des corps et des esprits. Tu as volé leur dignité et leur espoir. Et quand quelqu'un a osé te tenir tête, tu as essayé de me détruire avec des mensonges et de la lâcheté. » Elle augmentait progressivement la pression sur sa main. Les doigts du maître commençaient à se déformer sous l'étreinte. « Tu m'as demandé un combat à mort. Je te l'ai accordé. Maintenant, tu vas payer pour toutes tes victimes. » Le maître hurlait maintenant, toute prétention de dignité envolée. Il suppliait, promettait de partir, d'abandonner ses terres, de ne plus jamais revenir. Mais Katharina continuait de serrer, méthodique, implacable. Puis elle a lâché sa main mutilée et l'a saisie par le col, le soulevant du sol comme elle l'avait fait lors de leur première rencontre. Mais cette fois, il n'y aurait pas de clémence. Elle l'a plaqué au sol avec une force qui a fait trembler la terre sous leurs pieds. Le maître a senti quelque chose céder dans son dos. Une douleur fulgurante a explosé dans sa colonne vertébrale, se propageant comme un éclair jusqu'à ses membres. Ses jambes ont cessé de répondre. La terreur absolue s'est emparée de lui quand il a réalisé ce qui venait de se passer. Katharina s'est agenouillée près de lui et a posé sa main droite sur son dos, précisément au niveau de sa colonne vertébrale. « Tu voulais briser les gens ?» a-t-elle murmuré. « Maintenant tu sais ce que ça fait. » Elle a appuyé, pas brutalement, mais avec une pression constante et terrible. Le maître sentait sa colonne céder sous ses doigts, vertèbre après vertèbre. La douleur était indescriptible, au-delà de ce que son esprit pouvait traiter. Il a hurlé jusqu'à ce que sa voix se brise. La foule observait en silence, horrifiée et fascinée. Certains détournaient les yeux, d'autres ne pouvaient pas. Ils voyaient leur tyran réduit à un pantin brisé, subissant une fraction de la souffrance qu'il avait infligée à tant d'autres. Katharina a finalement retiré sa main. Le maître gisait immobile, sa colonne vertébrale fracturée en plusieurs points. Il respirait encore, mais c'était à peine une vie. Ses yeux fixaient le ciel, vides de toute intelligence. Tout ce qui faisait de lui une personne s'était éteint sous la douleur. Elle s'est relevée et a regardé la foule. « C'est fini », a-t-elle annoncé. « Il ne fera plus de mal à personne. » Le silence a persisté quelques secondes encore, puis des applaudissements ont éclaté. Timides d'abord, puis de plus en plus forts. Les villageois célébraient leur libération, 30 ans d'oppression qui se terminaient en quelques minutes de violence pure. Après le combat, le maître s'est retrouvé paralysé à vie, sa colonne vertébrale irrémédiablement brisée. Le tyran qui terrorisait la région depuis 3 décennies finissait ses jours cloué au lit, dépendant des autres pour survivre. Ses terres ont été redistribuées aux villageois, et ses hommes de main ont fui. Le village entrait dans une ère nouvelle. Katharina est devenue une légende vivante. Les gens affluaient de partout pour voir cette femme qui avait terrassé le tyran. Certains voulaient qu'elle dirige le village, mais elle refusait catégoriquement. Elle n'était pas venue pour gouverner, seulement pour travailler et vivre en paix. Les villageois devaient apprendre à se diriger eux-mêmes. Elle les a aidés à établir un conseil élu et à proposer des règles équitables pour gérer les ressources. Elle a même formé des jeunes au combat, non pas pour dominer, mais pour protéger. Le jeune homme qu'elle avait sauvé lors de sa première intervention est devenu son élève le plus dévoué. Un jour, il lui a demandé pourquoi elle n'avait pas tué le maître immédiatement lors de leur premier affrontement. Katharina a répondu que tuer devait toujours être le dernier recours. Elle lui avait donné une chance de partir ou de changer, une chance qu'il n'avait jamais offerte à ses victimes.
Mais il avait forcé sa main lors du second combat. Elle ne regrettait pas ses actions, seulement que cela soit devenu nécessaire et qu'aucun villageois n'ait eu le courage de se dresser plus tôt. Les mois passaient et le village prospérait. Katharina continuait sa vie simple dans une petite maison construite à sa taille, qu'elle payait en travaillant. Elle s'entraînait le matin, travaillait dans la journée et enseignait le soir. Elle répétait sans cesse à ses élèves que la force servait à protéger les faibles, jamais à dominer. Ceux qui utiliseraient ces enseignements pour terroriser deviendraient ceux qu'ils avaient combattus. 5 ans après son arrivée, Katharina faisait partie intégrante du village. Sa taille ne choquait plus personne. Le maître était mort entre-temps, son enterrement à peine fréquenté. D'autres villages l'invitaient parfois pour régler des conflits ou former des défenseurs. Un jour, des voyageurs de l'Oural sont venus annoncer qu'un vieil ami de sa famille, gravement malade, réclamait sa présence avant de mourir. Katharina devait honorer cette demande. Le village a organisé une réunion d'adieu sur la place où tout avait commencé. Vassili a parlé au nom de tous, la remerciant d'avoir libéré le village d'un cauchemar de 30 ans. Des dizaines de personnes sont venues lui dire au revoir, avec des mots de gratitude et de petits cadeaux. Katharina leur a rappelé qu'ils avaient trouvé leur propre force. Elle n'avait fait que leur montrer qu'elle existait. Elle est partie à l'aube, sa silhouette disparaissant dans le paysage enneigé. Le village n'a plus eu de nouvelles directes, mais des rumeurs circulaient. Elle aurait renversé un seigneur corrompu ailleurs, sauvé des voyageurs des bandits, enseigné son art dans les montagnes. Une statue a été érigée sur la place du duel, la représentant dans une posture de force tranquille, main tendue pour aider plutôt que pour frapper. L'inscription disait « À celle qui nous a montré que la vraie force protège, elle ne domine pas ». Le système de gouvernance qu'elle avait aidé à créer a perduré pendant des générations. Des décennies plus tard, un historien a recueilli des témoignages sur Katharina. Les personnes âgées qu'il avait connues insistaient toutes sur son humanité profonde. Elle était gentille avec les enfants, racontait des histoires, aidait ceux qui tombaient. Un ancien élève se souvenait qu'elle enseignait d'abord à tomber correctement avant d'apprendre à frapper, considérant qu'encaisser un coup était plus important que d'en donner un. L'historien a découvert dans les archives une lettre laissée par Katharina. Elle y écrivait qu'elle n'était pas spéciale, simplement quelqu'un qui refusait l'injustice. Tout le monde possédait cette capacité. Il ne fallait pas attendre qu'un étranger vienne résoudre les problèmes. Trouver sa force, rassembler son courage et se battre pour la justice était la seule chose qui comptait vraiment. L'historien a conclu que Katharina incarnait l'idée que l'injustice n'est jamais inévitable, qu'aucun tyran n'est invincible, que la force guidée par la morale est la seule vraie puissance. Son héritage n'était pas la violence infligée, mais le courage inspiré. Elle avait prouvé qu'une seule personne déterminée pouvait faire la différence. La statue se dressait toujours sur la place, patinée par le temps. Les enfants jouaient à ses pieds en recréant le combat légendaire. Dans les moments difficiles, quelqu'un levait les yeux vers ce monument et trouvait la force de faire ce qui était juste. Car le véritable héritage de Katharina était cette inspiration au courage. Son histoire rappelait que dans chaque génération, face aux tyrans, il faut des personnes courageuses prêtes à se lever. Son message continuait de transformer des vies bien après qu'elle eût disparu dans les brumes de l'histoire. Les véritables héros ne cherchent pas la gloire. Ils font simplement ce qui doit être fait, puis continuent leur chemin, laissant derrière eux un monde meilleur.